Avec l'apport de plus en plus importante que prennent les bourdons dans la pollinisation des fleurs de bleuets, ça aurait été difficile de faire une recherche sur les pollinisateurs commerciaux sans s'y attarder. Dans le projet Happy Bleu Max, c'est Anne-Charlie Robert qui s'est penchée sur le sujet. C'est bien toi? Oui, ok. Bon. Elle vient aujourd'hui nous présenter une partie des résultats de sa maîtrise dans sa présentation sur les méthodes de gestion des colonies commerciales de bourdons pour optimiser leur performance durant la pollinisation du bleu aîné. Alors, Anne-Charlie, c'est à toi. Bon matin à tous. Donc oui, aujourd'hui, je viens vous parler exclusivement des bourdons dans le gros projet Happy Bleu Max. Je vais essayer d'avoir la bonne flèche, qui est celle-là. Donc oui, le projet Happy Bleu Max, là, je suis la troisième présentation sur ça, fait qu'on s'entend que c'était un gros projet pour optimiser la pollinisation du bleu aîné. Et je vous fais un rappel vite là, des pollinisateurs du bleuet dont Pierre a parlé un petit peu plus tôt. Premièrement, on a les pollinisateurs sauvages. Il y a surtout les andrènes puis les espèces différentes de bourdons sauvages. Mais on a aussi les grands pollinisateurs commerciaux qui sont l'abeille mellifère, comme on vient de parler, l'abeille découpeuse de la luzerne, ou communément appelée la mégachile, et également Bombus impatiens, le bourdon fébrile. Donc sur lequel moi je vais m'attarder aujourd'hui. Puis il faut se rappeler que tous ces pollinisateurs-là ont des capacités différentes, des comportements aussi complémentaires. Donc, c'est important de les étudier les trois. Donc, moi, je vous parle des bombus. Donc, la commercialisation de Bombus impatiens se fait par des compagnies commerciales, entre autres BioBest. Et voici une ruche 4-pack, pour ceux qui n'en avaient jamais vu, une ruche 4-pack de BioBest. Je vais utiliser le terme ruche pour le reste de la présentation pour présenter vraiment la ruche 4-pack. Et quand je dis colonie, je veux dire une des 4 unités à l'intérieur de la ruche 4-pack. Qui ont chacune leur entrée individuelle, qui sont complètement séparées, sont juste contenues dans une même grosse boîte de coroplaste. À l'intérieur d'une colonie de bourdons, je ne sais pas si vous avez déjà vu, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça, sur le dessus. Ce qu'on voit sur le dessus, là, à part les ouvrières et les reines, c'est une ouate en coton, un substrat que la compagnie met dans laquelle la colonie fait son nid, qui ressemble à ça ici. Je vous passe vite les éléments différents qu'on retrouve. Premièrement, il y a les petits sacs d'œufs qu'on voit là. La reine pond plusieurs œufs par sac. Et quand les œufs éclosent, ça fait des petits sacs de larves. Les larves se développent et tissent un cocon de soie pour devenir des larves individuelles dans leur propre enveloppe de cire. Quand elles se métamorphosent en pupe, ça fait des cocos de pupe. Et ces pupes-là vont éclore soit en gyne, donc ou des reines. La reine, il y a une reine principale, il y a plusieurs gynes dans une colonie, des reines qui vont faire des colonies l'année suivante. Donc, ça peut éclore en gyne, en mâle ou en ouvrière. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans une colonie de bourdons. En contexte de pollinisation, il existe déjà quelques suggestions pour la gestion des colonies. Premièrement, il y aurait l'installation sous les brise-vents ou très près des brise-vents, ce qui augmenterait l'activité, la récolte de pollen et diminuerait les variations thermiques. Donc ça, c'est des initiations à la recherche et des petits projets ici et là qui auraient permis de déterminer ça. Ensuite, ce serait l'installation d'une structure ombrageante recommandée par les compagnies elles-mêmes. Et l'installation 5 à 10 jours avant le début de la floraison dans les champs. Puis ces suggestions-là présentaient quelques lacunes qu'on voulait essayer d'élucider. Premièrement, c'est quoi l'effet direct sur les colonies des bourdons, donc sur la composition des colonies, sur leur population, leur activité, tout ça. Ensuite, la faisabilité dans les bleuetières. Parfois, on s'entend, les brise-vents ne sont pas nécessairement hauts, n'offrent pas beaucoup d'ombre, donc on peut les positionner à côté de ça. C'est quoi l'effet d'un plus petit brise-vent? Ou encore les sources de nourriture qui sont relativement faibles. On s'entend dans les bleuetières, là, qui peuvent être très vastes et monoflorales. Donc, s'il n'y a pas de fleurs de bleuet, qu'est-ce que les bourdons vont manger si on les installe très tôt dans la bleuetière? Donc, c'est ce qui m'a amené à mon
objectif de recherche, donc d'étudier les différentes méthodes de gestion des colonies commerciales en contexte de pollinisation du bleuet. Mes hypothèses comportaient c'était qu'il y a mes 3 variables, donc ma date de livraison, mon lieu d'installation à la livraison, ainsi que ma protection contre le soleil, allaient influencer, premièrement, la masse des colonies et la composition des colonies, ensuite la température moyenne et les variations de température, puis finalement les sorties des individus, donc l'activité à l'entrée de la colonie, et le rapport de pollen, donc la récolte de pollen. Pour ce faire, j'avais un plan d'échantillonnage avec mes 3 variables, ma première variable étant la date de livraison par le fournisseur. Soit, là, cette année-là, c'était soit le 16 mai, qui représentait un pourcentage de 0% de floraison dans les champs, ou le 23 mai, que la floraison commençait tranquillement. Ensuite, on avait le lieu d'installation à la livraison, donc la camérisière ou la bleuetière. Camérisière parce que les camérises fleurissent avant, et un champ, le champ de camérise dans lequel on a installé nos colonies, ressemblait à ça. On avait des fleurs de camérise et des fleurs de pissenlit beaucoup, dont les bourdons raffolent. Donc, il y avait de la nourriture pour les bourdons. Alors que dans la bleuetière, il n'y avait aucune ou peu de fleurs. Ensuite, la protection contre le soleil, donc oui ou non. On protégeait nos colonies par des bunkers, comme on voit en haut. Donc, vous avez peut-être entendu parler ou pas. C'est le producteur Steve Lepage qui les construisait comme ça. Ça permettait de faire de l'ombre aux colonies, mais également essayer de protéger contre les ours, qui aiment bien les colonies de bourdons. On a installé toutes nos colonies dans des îlots de 4 ruches comme ça. Donc, il y en avait, c'est ça, c'était tous des îlots de 4. Chacun de mes groupes avait 8 ruches pour un total de 32 colonies par groupe. Donc, mon design expérimental, mon terrain s'est produit en 2023 dans la bleuetière, dans une des bleuetières Steve Lepage, producteur de bleuets. Donc, on a ma ligne de temps ici pour l'année 2023. Le 16 mai, j'ai reçu ma première livraison de 38 ruches qu'on a installées. On en a installé 18 dans la bleuetière, 18 dans la camérisière, et on en a envoyé 2 en congélation pour avoir une image vraiment précise de à quoi ressemblaient les ruches à l'arrivée. Ensuite, le 23 mai, 2e livraison, même chose, j'en ai installé 16 directement dans la bleuetière et j'en ai envoyé 2 en congélation. Le 29 mai, qu'on a considéré comme la date du début du pic de floraison, on a transféré les 16 ruches restantes des camérisières vers la bleuetière et on a envoyé 2 ruches qui étaient arrivées tôt en congélation pour voir la différence au début du pic de floraison. Pendant toute la durée de ce service de pollinisation-là, j'ai pris des mesures de température et à la fin, le 16 juin, on a pesé toutes les colonies. Donc, on a sorti toutes les colonies individuellement des ruches et on les a pesées. Et j'ai envoyé 4 ruches de chacun de mes groupes en congélation pour avoir une image à la fin de la pollinisation. Donc, pour avoir mes résultats pour la croissance des colonies et la structure des colonies, comme j'ai mentionné, j'ai pris la masse de toutes mes colonies, puis je les ai ouvertes. J'ai fait des dénombrements de la masse de nourriture, de la masse de couvains, du nombre d'ouvrières, le nombre de gynes, donc les nouvelles reines produites, le nombre de mâles, ainsi que le nombre d'œufs qu'on retrouvait dans les colonies. Pour ma température, j'ai mis des sondes de température dans quelques ruches et j'ai pris la température à chaque heure et j'ai calculé la variation de température horaire dans mes ruches. Finalement, pour l'activité des individus, on a pris des vidéos plusieurs fois pendant toute la durée de la pollinisation avec des caméras comme ça. Ensuite, des vidéos, on a extrait certaines données, donc le nombre de sorties d'individus de la colonie, le nombre d'entrées avec pollen et la grosseur relative, la grosseur des pelotes de pollen. Donc, je vous montre les 3 classes qu'on a utilisées. Classe 1, c'est des toutes petites pelotes de pollen qu'on voit presque pas. Classe 2, c'est moyen. Et classe 3, c'était les très grosses pelotes de pollen. On se demandait même comment les bourdons, parfois, pouvaient voler avec cette quantité phénoménale de pollen. Donc ça, c'était une classe 3. Donc, avec ça, on a calculé la grosseur moyenne de pollen rapportée par voyage. Pour mes résultats maintenant. Il va en avoir beaucoup, mais je vous passe au travers assez rapidement, là. Premièrement, pour la masse des colonies
après la pollinisation. Ici, on a la masse des colonies en Y en fonction de la position dans l'îlot. Fait que là, je ne vous ai pas parlé vraiment de la position. C'est soit au-dessus ou en dessous. Parce qu'on avait 2 étages, on s'est dit, c'est sûr que les deux ne vivent pas la même chose. Fait qu'on a au-dessus et en dessous. Et les colonies qui étaient placées en dessous, donc directement sur le sol, avaient une masse à la fin de la pollinisation plus élevée que celle qui était placée sur le dessus. Ensuite, le champ d'installation à la livraison, avant la période de pollinisation, on se rappelle qu'Amrise ou bleuetière directement, n'avait pas d'effet sur la masse finale des colonies. Puis, la date de livraison et la protection contre le soleil, dans le fond, la date de livraison, les colonies qui sont arrivées plus tôt avaient une masse plus élevée que les colonies qui étaient arrivées plus tard, mais n'étaient pas protégées contre le soleil. Donc, la protection contre le soleil et le positionnement sous d'autres colonies amènent une masse de colonies plus élevée à la fin de la pollinisation. Par la suite, pour la composition des colonies après la pollinisation, je vous parle rapidement de la date de livraison de la protection contre le soleil. Donc, les colonies qui sont arrivées le 16 mai avaient une masse de nourriture plus élevée à l'intérieur des colonies à la fin de la pollinisation, mais les autres variables, il n'y avait aucun effet. Pour les colonies protégées contre le soleil, il y avait plus de couvains dans les colonies à la fin de la pollinisation. Cependant, pour le lieu d'installation à la livraison, il n'y avait pas d'effet pour la masse de nourriture, pas d'effet pour la masse de couvains, non plus pour le nombre d'ouvrières. Cependant, j'attire votre attention vers le nombre de gynes produites, donc le nombre de nouvelles reines, et le nombre de mâles, qui avaient une tendance à être plus élevé dans les colonies qui avaient séjourné dans les camrisières versus les colonies qui étaient allées directement en bleuetière. Et le nombre d'œufs dans les colonies qui sont allées dans les camrises était plus élevé que les colonies qui étaient dans les bleuetières. Donc, l'accès à la nourriture plus tôt, donc de mettre les colonies dans un champ en fleurs avant la pollinisation du bleuet, améliorerait la ponte vers la fin de la pollinisation, mais favoriserait aussi l'élevage de castres reproductrices dans les colonies. Pour la température maintenant. Les 2 variables qu'on a utilisées pour la température, c'est la position dans l'îlot, donc au-dessus ou en dessous, et la protection contre le soleil ou non. Ce que ça nous donne, c'est que la protection contre les colonies qui étaient protégées contre le soleil, donc en bleu, sont plus élevées que la température à l'intérieur des ruches était plus élevée que les ruches qui étaient non protégées, et de positionner l'îlot de ruche en dessous, pas l'îlot de ruche, les ruches en dessous dans l'îlot, augmentait également la température moyenne dans les colonies. Sauf que ce n'est pas des températures extrêmes. Si on regarde là, autour de 26 degrés Celsius, dans les colonies, en fait, le couvain doit être gardé à une température d'environ 30 degrés Celsius en tout temps pour permettre un bon développement du couvain. Donc, autour de 26, même 27 degrés Celsius, ça, c'est une bonne température pour la ruche pour que le couvain reste à une bonne température. Donc, de protéger les ruches contre le soleil et de les positionner sous d'autres ruches amène une température moyenne plus élevée. Par la suite, pour la variation horaire de la température de la ruche, c'est les mêmes variables. Lorsque les colonies étaient positionnées en dessous et qu'elles étaient protégées contre le soleil, la variation était plus faible. Donc, de protéger les colonies du soleil et de les positionner sous d'autres colonies amène une température à l'intérieur des ruches plus stable. Pour l'activité de la colonie, il y a seulement la protection contre le soleil qui a eu un effet sur les variables. Donc, la protection contre le soleil par le bunker augmentait le nombre de sorties des colonies et augmentait aussi la grosseur des pelotes de pollen rapportées par voyage. Ça m'amène à mes conclusions. Premièrement, pour avoir une colonie plus forte au début et pendant la floraison, pourrait faire livrer plus tôt. Donc, ce n'est pas un problème de faire livrer plus tôt. La colonie arrive au début à la fin, mettons, de la pollinisation. Là. Si elle est protégée contre le soleil, elle va avoir une masse plus élevée à la fin de la pollinisation. Pour réduire le stress thermique, il faut protéger contre le soleil. Et pour augmenter l'activité des colonies, encore une fois, il faut protéger contre le soleil. Donc,
c'est pas mal la protection contre le soleil de ce que j'ai testé qui a augmenté toutes qui a aidé à améliorer toutes ces variables-là. Puis là, pour faire du pouce à la question de tantôt sur le positionnement dans les cames rizières, j'ai dit que ça influençait, ça favorisait la production de castres reproductrices. C'est pas nécessairement une bonne chose, selon moi, dans le contexte de pollinisation, pour les bleuetières, entre autres, là, parce que les colonies commerciales de Bombus impatiens avec BioBest ont des gardes-reines. Donc, les gines, les nouvelles reines, ne peuvent pas sortir des colonies, techniquement, sauf les plus petites d'entre elles pourraient probablement sortir. Sinon, toutes les autres reines restent dans la colonie et ils peuvent être plusieurs, là, 30, 40, quelques dizaines là, dans la colonie, ce qui, selon moi, on ne l'a pas testé, mais pourrait étouffer les colonies plus rapidement parce que toutes ces reines-là qui sont prises dans la colonie, qui habituellement sortiraient dans une colonie sauvage, risquent de juste étouffer la colonie. Ils consomment beaucoup de nourriture, donc c'est comme un débalancement un peu non naturel, les colonies. Donc, de favoriser l'élevage de castres reproductrices tôt dans la saison, personnellement, je ne pense pas que c'est une bonne chose pour les colonies de bourdons pour favoriser leur pollinisation puis optimiser leur gestion. Donc, ça m'amène à la fin de ma présentation. Donc, je tiens à remercier vous pour votre écoute. Également, Steve Lepage pour son aide pendant tout le projet, son appui et aussi des bons conseils. Et les équipes de laboratoire du CRESAD, de l'université pour leur soutien et leur aide également. Alors voilà, je vais être prête pour vos questions. Merci.